Salut camarades, dans cette vidéo je vais vous emmener à travers 10 châteaux et forteresses insolites. Il en existe bien sûr de nombreux autres. Moi c'est un sujet personnellement qui me passionne et je suis certain que ceux-ci vont déjà vous fasciner. Allez, c'est parti. Nous commençons par le Maroc, et plus précisément aux portes du désert marocain, à environ 150 km de Marrakech au sud-est, dans la province de Ouarzazate, au Ksar Haït Ben Amou. Un Ksar est un village fortifié. Le Ksar vient de l'arabe château, et donc venant lui-même du latin castrum. C'est typique du Maghreb. Celui-ci est l'un des mieux conservés. Il est d'ailleurs inscrit au patrimoine de l'UNESCO. C'était une véritable ville qui était organisée au sein du Ksar. On l'appelle même le Mont Saint-Michel des Chleux. Les Chleux ne sont pas des Allemands, enfin, ça peut qualifier les Allemands, je trouve même ça fun, mais les Chleux sont un peuple du Maroc. Donc ils se situaient sur la route des caravaniers, pendant la traversée entre Marrakech et le sud du Sahara. On peut même y dormir dans des maisons traditionnelles, sans éclairage, à la bougie, ce qui doit être vraiment très authentique, sans parler du panorama et du Ksar en lui-même. Nous prenons la direction de la Belgique, et le château de Gravenstein, aka château des comtes de Flandre. Il se situe dans la ville de Gand, donc en région Flandre. Les premières fortifications dateraient du IXe siècle, afin de se défendre des invasions vikings à l'époque. Arnaud Ier de Flandre le fait renforcer en faisant un réel château majoritairement composé de bois. Le château actuel tient plus ou moins sa forme de 1180 par le comte Philippe d'Alsace. Il s'inspira des châteaux et techniques de la Terre Sainte en revenant de la seconde croisade. Il s'inspira de ce qu'il a pu voir en état latin d'Orient. Charles Quint, l'empereur aka Charles Habsbourg, s'y installera même vers 1539. C'est un des rares châteaux médiévaux avec un système de défense encore à peu près intact, tout comme de nombreux objets des armes de l'époque, en faisant un véritable musée. Il y a également une salle de torture, ainsi que des objets de torture en très très bon état, ce qui rend vraiment le lieu insolite. Nous nous rendons désormais en Inde, au fort Mehrangarh, dans la province du Rajasthan, au nord-ouest du pays. Il fut construit par l'ambitieux roi Rohadjoda, lorsqu'il est tombé sur la majestueuse colline à Jodhpur. Selon la légende, pour contrer une malédiction avant de lancer la construction, quelqu'un devait donner sa vie en se faisant enterrer vivant. Bon, fallait être motivé. Ils finirent par trouver une âme charitable qui était prête à se faire enterrer vivant, et ensuite, ils purent commencer la construction des fondations en 1459. Le fort fut notamment amélioré sous le règne de Jaswant Singh, qui en fait le fort qu'on connaît actuellement. Surnommé le Fort Magnifique d'ailleurs, surplombant la ville du haut de ses 122 mètres, il compte de nombreux palais richement décorés, d'impressionnantes murales verticales et de nombreuses portes et obstacles, dont une porte avec des pointes et des pics en métal pour arrêter par exemple les éléphants de combat. Une fois passés ces différents obstacles, nous arrivons à l'intérieur du fort qui compte vraiment de nombreux palais richement décorés et magnifiques. Il est en très bon état, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ce qui en fait vraiment un fort magnifique. Nous partons pour une célèbre forteresse, le Karak des Chevaliers. À l'ouest de la Syrie, il fut essentiellement construit pendant l'âge d'or des croisades par les croisés des États latins d'Orient, ayant laissé une empreinte indélébile dans cette région du Proche-Orient, avec notamment de nombreux autres châteaux et forteresses, mais celle-ci est la plus célèbre. Avant la prise par les croisés de la forteresse, elle était connue sous le nom de forteresse des Kurdes. En 1099, Raymond de Sagil, lors de la première croisade, prend la forteresse à la garnison kurde, abandonnant presque juste après les lieux pour se rendre à Jérusalem, qui était son objectif principal. Il ne réussit pas à reprendre la cité par la suite, qui avait été reprise entre-temps par les musulmans. C'est Tancrède d'Hauteville qui s'en empara en 1110 et la confia aux Hospitaliers, un ordre croisé, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Entre 1142 et 1271, les Hospitaliers ont totalement reconstruit le château, avec de nombreux ouvrages, en faisant la forteresse qu'on connaît aujourd'hui, et servant notamment de base arrière aux conquêtes croisées. Au début du XIIIe siècle, il y eut de nombreuses attaques repoussées, et ensuite, suite à l'essoufflement croissant des croisades et à l'arrivée du Baïbar, le sultan des Mamelouks, durant la deuxième moitié du XIIIe siècle, la garnison réduite à 300 hommes dut se rendre face au siège du sultan, contre leur vie. Au XIIIe siècle, ensuite, les Mamelouks feront encore quelques améliorations au niveau du château. C'est vraiment une forteresse qui compte de nombreux secrets, notamment liés aux Templiers et aux croisés qui ont séjourné.
700 ans après, par exemple en 94, on a découvert un tunnel secret menant hors de la forteresse, tout comme une chambre secrète murée, et il cache encore de nombreux mystères. Malheureusement, il fut quelque peu endommagé lors des raids aériens durant les derniers conflits qui ont sévi dans la région. Nous partons pour Montpais, l'Autriche, que j'ai pu visiter en long, en large et en travers, notamment de nombreux châteaux, et un m'a particulièrement marqué, le château de Hohenwerfen, dans la région de Salzbourg. Il a été construit en 1077 sur des anciennes ruines romaines pendant la querelle des investitures, opposant la papauté au Saint-Empire romain germanique, sous l'impulsion de Gebhard de Salzbourg, qui fut l'archevêque et un allié du pape. Ce fut un rempart stratégique, du haut de son sommet, posé sur un rocher de 155 mètres de haut. Il a évolué bien sûr depuis 1077 au fil du temps pour devenir la forteresse qu'on connaît actuellement. Il fut d'ailleurs à la fin du XVe siècle en partie brûlé lors de la guerre des paysans, qui fut une succession de révoltes et d'insurrections, et fut fortement rénové en 1530 et 1540 ensuite, suite aux dangers liés aux invasions ottomanes, ce qui lui conféra de nombreuses innovations en termes défensifs ou en termes d'armes, et un développement accru. Les dernières améliorations datent de 1902 par l'archiduc Eugène d'Autriche. Il fut également utilisé un temps comme prison, ce qui lui donnait une réputation assez sinistre, mais ça n'en fait pas moins un château imprenable, plus ou moins en vue de sa situation défensive ainsi que sa situation géographique. En Autriche, il y a également le château de Salzbourg tout proche qui vaut le détour, ou encore en Basse-Autriche le château d'Ackstein, un autre petit château que j'ai visité que j'ai bien aimé, celui de Streschau. En tout cas, je vous conseille vraiment ce château, surtout si vous aimez les montagnes. Allons maintenant en Asie, au château de Himeji au Japon, connu également sous le nom de château du Héron Blanc. Il est principalement construit en bois, c'est un des plus grands dans ce style et l'un des plus anciens. Il est vraiment magnifique et est d'ailleurs inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il a été conçu au XIVe siècle par Nanboku Cho, et il a connu de nombreux événements historiques, mais n'a jamais été pris, victime d'incendies, de tremblements de terre, qui sont très nombreux dans la région, et a même été épargné par les bombardements de 1945. C'est une forteresse imprenable, comptant de nombreux systèmes défensifs très en avance sur leur temps, avec notamment un troublant labyrinthe menant jusqu'au donjon principal, ce qui en fait vraiment une place forte impossible à conquérir, étant donné qu'elle n'a jamais été prise au cours de son histoire. Pour la petite anecdote, il faut enlever ses chaussures et chausser des pantoufles avant d'y rentrer. C'est vraiment un château magnifique, un des plus beaux dans ce style, notamment lorsqu'il est fleuri. Et comment ne pas évoquer la France quand on parle de châteaux? En effet, il y en a vraiment une multitude et de magnifiques châteaux de toute époque. J'ai choisi le château ici du Haut-Königsberg, qui n'est pas forcément le plus populaire, mais qui est tout du moins très connu et qui est vraiment un magnifique château médiéval. Il fut érigé au XIIe siècle. Ce château fort alsacien se trouve dans le Bas-Rhin et il est perché sur un promontoire rocheux de 757 mètres, avec tout autour un paysage magnifique. Je vous avoue, quand je l'ai vu au loin, lorsque je suis passé dans cette région en moto, j'ai été vraiment saisi. Cette région fut particulièrement touchée par les conflits et les rivalités, durant tout le Moyen-Âge et même par la suite, du fait de sa situation géographique, proche de la frontière franco-allemande. Il fut témoin de nombreux combats. Il fut notamment assiégé, détruit et pillé, puis ensuite abandonné. En 1633, Guillaume II le restaura, ce qui permet maintenant de visiter et voir ce château. Lorsqu'on y pénètre, on rentre dans une atmosphère vraiment moyenâgeuse. J'adore également la couleur ocre, rouge ocre qui le caractérise. Vraiment, c'est un château typique du Moyen-Âge qui est à voir. Et également à quelques kilomètres de là, toujours dans le Bas-Rhin, un autre château qui est plus qu'insolite, le château de Fleckenstein. Il est construit sur une falaise de grès rose, ce qui le rend particulièrement impressionnant. Bon, il en reste plus ou moins que des ruines, mais c'est vraiment à voir. En plus, on peut encore se promener dessus, et ça donne vraiment un panorama exceptionnel. Donc lui, il date également de plus ou moins du XIIe siècle. Il est bien sûr moins bien conservé, cependant, pour moi, je le trouve vraiment très insolite.
Et pourquoi pas, bon il y en a de nombreux, mais pourquoi pas le château de Fougères en Bretagne. Et oui, nos amis bretons ont de nombreux châteaux. J'ai eu la chance de le visiter et c'est également un château qui vaut le détour. Rendons-nous dans la capitale écossaise, Édimbourg. L'Écosse est réputée pour ses nombreux châteaux, celui d'Édimbourg est le plus populaire. J'ai eu la chance de le voir lorsque j'ai visité la ville, et il est vraiment rempli d'histoire. Il se dresse actuellement sur un piton rocheux, et ce piton rocheux est habité depuis 3000 ans. Ce fut conquis par les Romains en 78 après Jésus-Christ, et il fut pratiquement à la limite de la frontière qui était délimitée par le mur d'Antonin. Il y avait le mur d'Adrien, celui d'Antonin plus au nord. Il fut construit par les Romains pour contrer les Pictes, peuplant l'actuelle Écosse, en 142 après Jésus-Christ. Il fut donc la frontière du nord dans cette région. Après la dislocation de l'Empire romain, il trouvera son nom définitif quelques siècles plus tard, en 638, lorsque les Angles s'en emparèrent et le renommèrent donc Édimbourg. Ensuite, sous le règne de David Ier d'Écosse, le château devient une vraie forteresse, selon les sources, après avoir été repris aux Anglais au début du XIe siècle. Ensuite, il fut le théâtre de conflits et de batailles entre Anglais et Écossais pendant des siècles durant et passera d'un camp à l'autre, notamment durant la guerre d'indépendance d'Écosse, pour être maintenant finalement le symbole de l'Écosse. Il y aurait de nombreux fantômes dans ce qui entrait ce château, il y eut aussi des cas de sorcellerie, et ce fut d'ailleurs le théâtre de la plus grande enquête paranormale de tous les temps, pour vous dire. Donc vraiment rempli d'histoire et rempli de légendes. Nous partons dans ce qui est certainement le château le plus célèbre de Bavière et d'Allemagne, le château de Neuschwanstein. Il aurait inspiré Disney pour le château de la Belle au Bois dormant. Ludwig II de Bavière, passionné d'histoire et d'art, fut construire ce château entre 1869 et 1886. Dans le style des châteaux de l'époque des chevaliers allemands. Il entreprit pour cela de nombreuses dépenses, il le fit également pour d'autres projets. D'ailleurs, pour ce château de style roman, il a fallu 465 tonnes de marbre et 400 000 briques, pour que vous puissiez un peu imaginer l'entreprise. Donc ce que je trouve vraiment top, c'est le Marienbrück, qui se situe à 92 mètres au-dessus du sol et qui donne une vue imprenable sur le château et les montagnes alentours. C'est vraiment top et ça donne vraiment un petit plus à ce château qui est déjà magnifique. J'avais parlé dans une autre vidéo du Highline 179 qui se trouve en Autriche. C'est à quelques kilomètres de là, hein, car le château de Neuschwanstein dans le sud de l'Allemagne, près de la frontière autrichienne. Donc on a aussi le château d'Ehrenburg avec le Highline 179 qui lui est le plus haut pont suspendu d'Europe. Donc ça c'est en Autriche. Pour revenir au château de Neuschwanstein, j'ai eu la chance de le visiter quand j'étais gamin et c'est vraiment impressionnant. Un très beau château, très romantique, ça vaut le coup d'œil. Nous partons pour Cracovie en Pologne et le château de Wawel. Il est le symbole de l'âge d'or de la Pologne et de la ville de Cracovie, notamment avec le commerce de l'ambre. Le début de la construction date de l'an 1000. Et ce sera la résidence royale de la monarchie polonaise jusque son déplacement vers Varsovie en 1596. Durant la Renaissance, d'ailleurs, c'est une femme, Mona, qui va le développer énormément. J'ai pu le visiter, j'ai vraiment adoré ce château. Je le trouve très beau, on peut voir les différents développements qui ont pu intervenir au cours du temps, comme les différents styles, et il a vraiment beaucoup de charme. Selon la légende, il y avait un dragon qui vivait dans une tanière sous le château, qui terrifiait la population et les animaux. On peut encore visiter la tanière aujourd'hui. Et comment ne pas parler du château de Malbork, l'un des plus importants châteaux érigés par les chevaliers teutoniques. Il fut érigé à leur retour de croisade, près de Gdańsk, au nord de la Pologne. J'avais pas mal hésité entre le château de Cracovie et celui de Prague. J'ai préféré présenter celui de Cracovie qui, on va dire, un peu moins connu, mais celui de Prague est tout autant insolite. C'est l'un des plus anciens et plus grands châteaux au monde, avec ceux de Windsor et Versailles. Il fait 7 hectares, soit 10 terrains de foot, et c'est le siège du pouvoir depuis 1000 ans. On peut y passer une journée, c'est vraiment très beau. J'ai eu l'occasion de le visiter pendant mon trip avec Interrail, top. Ce fut la résidence exclusivement des rois de Bohême, de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et il abrite actuellement la présidence de la République tchèque, ce qui est un des cas uniques au monde. Faisons un petit détour maintenant pour finir par l'Afrique et plus précisément l'Éthiopie, qui fut un grand empire par le passé, un des plus grands empires d'Afrique, et le château de Fazil Gebi, fondé au XVIIe et XVIIIe siècle par son empereur Fazil.
Il existe bien sûr de nombreux autres châteaux et forteresses. Par exemple, je voulais parler de celle d'Argebam en Iran, mais elle fut malheureusement plus ou moins détruite en 2003 par un tremblement de terre, hein, donc ce qu'il en restait. Après, bon, il y en a énormément d'autres, hein. Il y a par exemple en Angleterre, il y en a de nombreux, comme celui de Bamberg, qui est vraiment très stylé, ou celui de Bodian, qui est un château abandonné. Sans parler de tous les châteaux des États latins d'Orient. On a parlé tout à l'heure du château le Carac des Chevaliers. Il y a par exemple également le château de Kérak, qui a été construit pendant les croisades, ou encore il y a le château de Saint-Hilarion à Chypre, le château de Coca en Espagne aussi, que je trouve assez fun d'ailleurs avec le nom. Et on a aussi bien sûr par exemple le château de Bran, et qui est Dracula, que je vais vous présenter dans une autre vidéo, ou encore un château Liechtenstein perché. Il y en a vraiment énormément. Donc également en France forcément, hein, notamment la cité de Carcassonne, qui est encore une dernière cité médiévale en bon état. Et d'ailleurs le début de la vidéo, quand je l'ai tourné, c'était à La Bussière, le donjon de La Bussière, donc tout proche de chez moi. Et par exemple dans le Pas-de-Calais, tout proche, on a aussi le château d'Olin, qui est vraiment très beau. Et on a vraiment de nombreux autres, hein, partout à travers le monde. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez trouvé ça fun et vous avez pu apprendre 2-3 choses. Donc merci d'avoir visionné et allez, ciao!